On va conclure la journée en appelant Alexandre Brotz, qui est psychologue à l'Estelle Mutualité, et à Erena, l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine. Et on le remercie de nous apporter son regard conclusif sur cette journée. Bonsoir à tous et toutes. J'interviens au nom de l'ERENA, donc l'espace régional d'éthique de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, mon intervention, ça va être juste mettre un petit peu de poil à gratter dans cette journée. Je suis désolé, c'est juste pour essayer d'un peu penser ensemble. Alors, c'est pas un poil à gratter qui reste, vous inquiétez pas, dès que vous allez sortir, vous m'aurez oublié, et tant mieux. Mais c'est essayer juste d'aller un petit peu plus loin dans nos réflexions par rapport à tout ce qu'on a entendu. Alors, vu que j'ai que 5 minutes, je vais essayer d'essayer de penser par rapport à Bernard Stiegler, qui est un philosophe, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, un grand philosophe assez extraordinaire, qui parlait de pharmacone. Le pharmacone, c'est expliquer que tout outil, toute technique, est forcément à la fois un remède, mais un poison, et derrière ce poison, il y a aussi un potentiel bouc émissaire. Alors, au niveau du remède, on a entendu aujourd'hui, dans toutes ces interventions, toutes hyper intéressantes, que on vient répondre à des attentes de la part de proches de personnes en situation soit de maladie, soit de handicap, soit de grand âge. Et quand on vient leur apporter, par rapport à ces attentes, on leur apporte des solutions pour qu'elles puissent respirer. Il y a beaucoup à la fois de bienfaisance dans ce que j'ai pu entendre. Donc la bienfaisance, c'est la volonté de faire bien et faire le bien. On entend bien que dans ces questionnements que vous avez pu exposer, il y a cette bienfaisance qui vous porte et une volonté de justice. La justice de venir en aide à des personnes qui sont en train de traverser une situation qui reste une situation très difficile. Mais qu'en est-il du poison ? Et c'est peut-être sur le poison que je vais un peu plus m'arrêter. Alors, ce n'est pas un poison réel, hein, c'est juste un risque de poison, un risque d'empoisonnement. Et pour vous parler de ce poison, je vais vous prendre que 3 points. On aurait pu en développer bien plus, mais juste 3 points assez rapides. Et encore une fois, pardon, je fais une petite parenthèse, j'adore faire des parenthèses, vous allez entendre. Mais tout ce que je vous dis, c'est juste ma propre et petite pensée à moi. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour distiller une seule vérité, je n'ai pas du tout de vérité, mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser un petit peu en vous écoutant aujourd'hui. Donc le premier point qui pourrait être du côté du poison, ça va être peut-être le poids des mots. Dans ce que moi j'ai entendu toute la journée, de répit des aidants. Pourquoi poison ? Parce que finalement, les mots ont un poids et les mots ont un sens. Et dans le mot répit, déjà, on peut déjà entendre que n'est répit que quelque chose qui vient de l'extérieur. Je vous donne répit. Vous savez, au début, c'était les lettres de répit que le roi envoyait, blablabla, sur ses débiteurs. Mais en tout cas, il y a ce côté extérieur. Et quand on vient dire à quelqu'un, eh bien, là, on vous offre un répit, ça peut avoir à la fois quelque chose de fort pour cette personne elle-même, qui peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on vient me solliciter là où moi je ne demande rien ? Et surtout, ça peut avoir un poids sur la personne dite aidée. Vous avez beaucoup parlé des aidés, mais on n'a pas forcément parlé de ce que ça pouvait leur faire de se voir d'un coup mis dans une situation où c'est des gens de l'extérieur qui viennent à la maison, ou bien on leur demande d'être institutionnalisés pendant 1 semaine, 2 semaines, pour que leurs proches puissent respirer. Le mot répit peut être violent. C'est une collègue infirmière qui m'avait rendu un peu attentif à ça, que c'est pas un mot qui est anodin. Et l'autre mot, c'est le mot aidant, et moi c'est là-dessus que j'ai fait un travail en philosophie. Qu'est-ce que ce mot-là vient dire ? On n'arrête pas de l'utiliser, mais c'est pas rien de prendre un participe présent et de le substantiver et de maintenant le coller à beaucoup, beaucoup de gens. Par le mot aidant, et quelqu'un l'avait déjà soulevé, j'ai entendu tout à l'heure, c'était la dame de France Alzheimer qui disait « je dis pas aidant, moi je dis aimant ». Mais même dans le mot aimant, il y aurait quelque chose d'un petit peu compliqué. Dans le mot aidant, finalement, on vient mettre une injonction à la personne d'être à un proche, d'être dans une fonction d'aide. Voire on lui met une injonction d'être elle-même cette fonction-là. Et c'est là où il y aurait peut-être ce risque-là que je pourrais souligner dans le poison. Pardon, j'essaye de parler un peu vite, mais juste pour vous mettre dans le film. Et donc, si on les met en place de fonctions, quelle est leur part de subjectivité ? Est-ce qu'on va venir à la rencontre d'une personne qui est en train de traverser une situation très difficile, ou est-ce qu'on va venir à la rencontre d'un aidant, d'une personne qui est forcément mise à cette place-là et forcément liée à la personne touchée par la maladie, le handicap ou le grand âge ? Et c'était une des questions que je me posais par rapport à votre association très intéressante, celle d'une rive à l'autre, c'est que vous êtes passé de fratrie à jeunes aidants. Maintenant, on parle de jeunes aidants. Mais pourquoi est-ce que ces frères et sœurs devraient forcément être appelés des jeunes aidants ? Est-ce qu'ils veulent être aidants ? Ils sont à leur côté, ils l'aident bien entendu, mais ça, c'est de la réalité. C'est leur réalité à eux, ils sont en train d'aider
ou pas d'ailleurs. Ils peuvent aussi détester leurs frères et sœurs. Pardon de le dire comme ça, ils peuvent en avoir absolument assez d'être tous les jours rappelés au fait que un de leurs frères ou une de leurs sœurs est en difficulté, il faut être gentil avec cette personne-là, il ne faut pas l'agresser. Ça peut être très très pénible. Donc si on vient leur dire, mais vous êtes des jeunes aidants, à la fois on leur reconnaît quelque chose, bien entendu, vous avez beaucoup parlé de reconnaissance et c'était hyper intéressant, on vient leur reconnaître une nouvelle fonction, mais en même temps on vient les affiner à cette fonction-là. Donc ça c'est le premier poison dont je voulais vous parler. Après, le deuxième point que je voulais vite aborder, c'est la question de ce répit. On le veut pour qui ou pourquoi? Est-ce qu'on veut ce répit pour une personne qui est dans une situation compliquée, comme je vous le disais, ou est-ce qu'on la veut pour une de ces pièces maîtresses du système de santé qui est en train de s'écrouler et qui permet que ce système de santé continue à fonctionner? Et là, il y a quand même un point qui peut être très important. Ce n'est pas la même chose que d'offrir un espace de respiration à toute personne qui est en souffrance, que en fait, offrir juste un petit peu de calme à un rouage pour être sûr qu'il va continuer à circuler. Apparemment, ça vous parle beaucoup, mais je ne dis que des choses basiques. Et aussi, ça vient nous faire poser la question de, finalement, cette personne qu'on désigne sous le terme de aidant, elle aide qui ? Est-ce qu'elle aide simplement son proche qui est dans cette situation de maladie, je vais résumer à la maladie, ou est-ce qu'elle vient aider plutôt les équipes de soins, celles qui viennent au domicile tous les jours et qui se disent « là en fait j'en peux plus, elle est en train de m'agresser, dès que je rentre, le mari, l'épouse, le fils, la fille vient m'agresser, donc c'est sûr, elle doit être épuisée, donc on va lui proposer du répit, parce que si elle part, en même temps, moi ça va aussi me permettre de faire bien mon boulot. » Et ça peut aussi être, est-ce que cette personne, elle vient aider juste, encore une fois, tout ce système de soins à qui on va dire, voilà, là, le système de santé, on voit qu'il se casse la gueule, venez nous aider. Et il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était monsieur, alors je retrouve juste monsieur Dimbourg qui disait, mais en fait, les aidants, on sait aussi que c'est un des outils, la citation exacte, c'était « c'est comme un outil des politiques publiques du tout ambulatoire ». Eh bien oui, mais est-ce que cette politique publique, on ne doit pas aussi la remettre un peu en question? Mais on y reviendra tout à l'heure. Et si on prend l'option numéro 2, si on se dit que ça pourrait être ça, ce répit, ça pourrait être pour une personne qui serait justement dans cette position que je viens un petit peu gentiment dénoncer, est-ce qu'on se rend compte de la violence que ça peut faire à ces personnes à qui on dit « prenez du répit » ? Est-ce qu'on se rend compte de la violence que ça peut faire de s'entendre dire « en fait, s'il vous plaît, restez un outil fonctionnel, un outil qui marche et continuez à produire ». Moi, en tant que psychologue, je les entends très souvent. J'en entends quand même beaucoup de ces personnes-là, qui viennent un petit peu exprimer leur mal-être par rapport à cette place très particulière. Et enfin, par qui est faite cette demande de répit? Si c'était la personne elle-même qui venait dire « j'ai besoin de répit, aidez-moi s'il vous plaît », je pense que c'est l'une des choses les plus ententables. On serait du côté du descriptif. La personne est en souffrance, elle vient nous dire « je suis en souffrance, je viens vous décrire ma souffrance, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir une bulle d'air ». En revanche, si c'est nous, en tant que professionnels du soin ou professionnels sociaux, qui viennent dire aux gens, et comme on a pu en parler aujourd'hui, non mais je sens que vous êtes fatigué, il vous faut du répit. Vous êtes forcément épuisé, il vous faut du répit. Finalement, on est du côté du prescriptif. On ne permet plus à la personne d'être autonome dans sa décision, on vient lui dire ce qu'elle doit faire. Et c'est aussi l'une des grandes différences. Toujours, moi en tout cas, c'est une des pensées qui m'accompagne quand je rencontre les gens, c'est essayer d'éviter d'être dans le prescriptif. Parce que si on met une injonction, on leur ferme complètement la porte à ce que ce répit soit un vrai répit. En tout cas, à ce que ce répit soit une vraie bulle d'air, et non pas du répit. Et le troisième point, c'est la question du répit, qui pourrait être aussi du côté du poison. Encore une fois, c'est simplement des idées, mais du côté du poison, c'est est-ce que ce répit vient donner un statut aux gens? Est-ce que pour que ces gens puissent avoir ce droit au répit, il faut leur donner un statut? Et c'est Axel Honneth qui parlait des différents types de reconnaissance, la reconnaissance par l'amour, la reconnaissance juridique, c'est celle dont je vais vous parler, et l'estime sociale dont je vous parle tout à l'heure. Mais donc dans cette reconnaissance juridique, quand on donne un statut, on vient reconnaître la personne dans ce qu'elle est en train de vivre. Bien entendu, c'est hyper important. Mais si on commence à leur dire vous aurez le droit à ce répit que si vous commencez à répondre à tous les critères qu'on a. On a entendu parler aujourd'hui de recensement des personnes qui pourraient être aidantes. Il y en a 13 millions en France. On a entendu parler d'évaluation. On vient au domicile pour évaluer les besoins de ces personnes aidantes, de répit, mais on vient aussi évaluer un petit peu comment elles sont à la maison.
Est-ce qu'elles sont vraiment du côté de la fatigue ou pas? Et on va leur donner ces informations. Mais donc, on va avoir des critères d'inclusion et aussi des critères d'exclusion. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ne rentreront pas dans le critère d'inclusion? Qu'est-ce qu'on fera de tous ces proches de personnes en situation de maladie qui sont soit fatiguées, mais qui ne vont pas nous le montrer, parce que pour elles n'ont pas à le montrer à des équipes de soins? Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui vont vous dire, mais moi, bien sûr que j'ai le statut d'aidant, vu que je vais au café du coin tous les jours pour prendre le loto de ma mère et lui ramener. J'avais entendu un directeur de structure qui disait ça, mais lui, c'est pas un aidant. Et bien si pour lui il se sent comme ça, si lui c'est sa place, est-ce qu'on va l'exclure? Donc on ne va pas lui permettre d'avoir ce pseudo-répit pour partir en vacances avec son épouse et ses filles. C'est là où il y aurait peut-être ce danger-là. Et tout à l'heure, Madame Moussion et Madame Genet, vous nous avez parlé de montrer quelles tâches et quels devoirs ont les aidants. C'était un peu le rôle de votre structure. Quelles tâches et quels devoirs. Et c'est peut-être aussi un point important de cette statufication, enfin d'avoir un statut, c'est que d'accord, ça vous donne des droits, ça vous donne un droit au répit, mais ça vous donne des devoirs. Est-ce que quand on est proche d'une personne en situation de maladie, on a envie d'être dans le devoir? Est-ce qu'on a envie d'être du côté de l'injonction? On en a déjà des injonctions morales. Est-ce qu'en plus, il faudrait des injonctions étatiques et prises par le droit? Voilà ce que je pourrais vous dire au niveau de ce poison. Et peut-être un dernier point que ma collègue Agnès n'était pas très fan, mais je trouve que c'est quand même important. Si on est du côté du statut, on va arriver presque à une professionnalisation, une fonctionnalisation des personnes, des proches de personnes malades. Et dans ce cas-là, le répit, c'est quoi? Est-ce que ça serait comme un congé annuel? On a un droit au congé annuel, on a 2 semaines par an, là où on vient travailler auprès de la personne pour pouvoir aller se reposer. Là encore, quel effet ça peut avoir à la fois sur les proches, mais aussi sur la personne malade? Voilà pour le poison. Mais rappelez-vous, quand je vous parlais de remèdes et de poison, je vous ai aussi parlé de bouc émissaire. Et c'est sans doute le point le plus important, et j'essaie d'aller très vite. Parce qu'en fait, ce n'est pas cette question de répit qui serait le vrai problème. On l'entend bien. Le vrai problème, c'est plutôt le système de santé dans lequel on est en train d'évoluer. C'est plutôt toutes ces politiques publiques qu'on a depuis 30 ans qui nous parlent de ce tout ambulatoire, qui est venu désinstitutionnaliser l'hôpital public. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, pardon, mais je n'ai pas été totalement attentif à absolument tout, mais en tout cas, j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu, c'est le mot service public. Où sont nos services publics aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas nos services publics de venir assumer des tâches auprès des personnes en situation de maladie qui laisseraient aux proches la possibilité de ne pas être des aidants, mais d'être simplement des accompagnants, des compagnons, des compagnes, ou pas des accompagnants, on ne va pas en remettre encore un parti présent. En tout cas, est-ce que ce n'est pas au service public, est-ce que ce n'est pas la société que nous on souhaite, en tout cas que moi je souhaite, que nos services publics soient encore là? Parce que tout ça, tous ces nouveaux dispositifs dont on entend parler, il y a un très bon livre que je vous conseille, qui a été fait sous la direction de Jean-Jacques Amiot, qui s'appelle « Aidants de la solidarité privée aux politiques publiques ». Extraordinaire livre, et dedans il a tout un chapitre qui s'appelle l'invention des aidants, où il vous montre comment ce mot et aussi ses différentes fonctions ont été inventées depuis les années 90, depuis toute la question du trou de la sécurité sociale et comment on en est arrivé au niveau actuel. Donc sans doute que le bouc émissaire serait le répit, ou seraient toutes ces politiques qu'on essaye de mettre en place, alors que peut-être que derrière tout ça, il y a aussi une volonté de vider nos services publics de leur fonction première. Voilà, j'essaie de conclure là-dessus si ça vous va. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, je pense, très éclairée et éclairante sur la manière dont on utilise aussi des mots sans forcément les interroger au quotidien. Donc c'est assez précieux. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci au conseil départemental pour son accueil. Merci au CREAI d'avoir si bien organisé cette journée. Merci à ceux qui ont participé à l'événement à distance et je vous souhaite une bonne soirée.